Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux, saison 2. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Ravi de vous retrouver pour ce 6e numéro d'actualité sur les DM de cette 2e saison. Et je dois dire que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter 2 mots sur les dispositifs médicaux. Et pour cela, je vous remercie beaucoup. Merci. La barre des 5000 téléchargements a été dépassée il y a peu, et il y a à peine plus d'1 an quand j'ai lancé le podcast, je n'imaginais pas qu'une chose pareille serait possible. Donc encore un grand merci. Allez, c'est parti pour l'actu. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui, en moins de 2, vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. La première info concerne le nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux qu'on ne présente plus et qu'on appelle souvent de son sobriquet le MDR. MDR pour Medical Device Regulation. Eh bien, malgré ce nom rigolo, il ne fait plus rire grand monde le MDR. En effet, quand on se penche sur l'hôpital et les conséquences de la mise en application de ce nouveau règlement, eh bien, on constate qu'il y a un certain nombre de problèmes, et notamment des problèmes d'approvisionnement en dispositifs médicaux. C'est justement cette question que traite un article paru récemment dans Annales pharmaceutiques françaises et signé d'une équipe lyonnaise que je salue très amicalement car je les connais bien. Coucou Claire, coucou Xavier. Ce papier est très intéressant car cette équipe s'est penchée sur les conséquences donc en matière d'approvisionnement de DM, comprendre les problèmes rencontrés suite à la mise en place de ce nouveau règlement. Pour cela, ils ont réalisé un suivi prospectif des arrêts de commercialisation et des ruptures d'approvisionnement en lien direct avec le MDR entre novembre 2019 et septembre 2020. Cette équipe a analysé plusieurs caractéristiques comme la nature des fournisseurs ou encore les conséquences économiques pour les pharmacies hospitalières. Sur la période d'étude, près de 402 références de DM ont été déclarées en rupture d'approvisionnement ou en arrêt de commercialisation, et près de la moitié de ces références étaient des références pour l'abord chirurgical. A noter qu'il s'agissait de façon majoritaire d'arrêt de commercialisation. Des solutions de substitution n'ont été proposées que pour seulement 15% des cas en moyenne, donc ce qui est vraiment assez peu. Enfin, le coût de gestion pharmaceutique de ces ruptures et de ces arrêts de commercialisation a été estimé par nos confrères à environ 3 000 €. Cette étude a été menée très en amont de l'entrée en application du MDR, qui, je vous le rappelle, date, cette mise en application, du 26 mai 2021. Qu'est-ce que cela traduit ? Eh bien, que plusieurs entreprises du monde du DM ont décidé d'abandonner certains de leurs produits pour ne pas avoir à se mettre en conformité avec les nouvelles exigences du règlement. Les auteurs constatent donc qu'avant même la date officielle de son application, ces premières conséquences sont déjà visibles auprès des professionnels de santé exerçant à l'hôpital avec ces difficultés croissantes dans l'approvisionnement de certains DM. Les auteurs ne sont pas optimistes car selon eux ce phénomène ne va pas aller en s'améliorant, au contraire il va aller en s'amplifiant puisque depuis le 26 mai 2021 et jusqu'en mai 2024, il y a une période dite période de grâce. Durant cette période, les entreprises ont la possibilité et doivent mettre à jour leur marquage CE pour qu'ils soient en conformité avec le nouveau règlement européen. Comprendre que au 26 mai 2024, tous les marquages CE qui ont été délivrés sous les anciennes directives tomberont. Et donc, plus nous nous rapprochons de cette date fatidique, plus il est probable que certaines entreprises, révisant leur stratégie, décident d'arrêter la commercialisation de certains produits. Ceci est d'autant plus préoccupant que nous connaissons depuis le début de la crise Covid d'autres problèmes d'approvisionnement en dispositifs médicaux à l'hôpital qui n'est pas lié au MDR et qui est lié notamment à la disponibilité limitée en certaines matières premières et qui vient se surajouter en fait à ce phénomène. Les auteurs dans cet article appellent de leur vœu à la création d'un observatoire permettant de suivre ces situations d'arrêt de commercialisation et de rupture. Si vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pouvez pas améliorer, comme disait Kelvin. Eh bien, mesurons tout cela. La deuxième info est une étude publiée dans JAMA Neurology. Il s'agit d'une étude comparative qui vise à comparer, d'où le nom, l'efficacité des stents à libération de principes actifs à ceux dits nus, c'est-à-dire sans principe actif, dans une indication bien précise, les sténoses athérosclérotiques intracrâniennes. Alors ça y est, j'en ai perdu déjà la moitié d'entre vous. Alors ce sont des mots compliqués, mais on va décortiquer tout cela, vous inquiétez pas. Une sténose,
c'est le rétrécissement d'un conduit, et ici la lumière d'un vaisseau. Imaginez donc un tuyau à l'intérieur duquel il y aurait un morceau de pâte à modeler qui en obstruerait en partie le passage. Ce morceau de pâte à modeler, quand c'est du gras, on appelle ça en médecine l'athérosclérose. Donc une sténose athérosclérotique intracrânienne, c'est quand du gras, par exemple, obstrue une artère du crâne. Okay. Ces sténoses sont moins fréquentes que dans d'autres localisations du corps, en particulier au niveau coronaire. Mais ce n'est pas parce que c'est moins fréquent que ce n'est pas grave, et au contraire, là, c'est même très grave, puisque ça peut entraîner des infarctus cérébraux. Pour éviter donc que cette sténose ne s'aggrave et que le vaisseau ne se bouche complètement, on peut donc mettre en place un stent qui ouvre la lumière artérielle comme une sorte de tuteur. Actuellement, dans cette indication donc des sténoses intracrâniennes, on met surtout des stents sans principe actif. Mais il est possible que l'artère, malgré la présence du stent, se rebouche. On dit à ce moment-là qu'on a une resténose intrastent. Dans cette étude, les auteurs ont donc essayé d'implanter un stent à libération de principe actif pour voir si on arrivait à limiter ce phénomène grâce au principe actif. Le principe actif en question, je vous le dis, c'est du sirolimus. Cette étude a été menée chez 263 patients. La moitié environ ont eu donc un stent actif et l'autre moitié un stent nu classique pour traiter une sténose intracrânienne dite de haut grade, comprendre une artère très obstruée. Les patients ont ensuite été suivis pendant 1 an et on a eu beaucoup moins de resténose intrastent chez les patients ayant reçu le stent à libération de principe actif. Mieux que ça, il y a eu significativement moins d'infarctus cérébraux chez ces mêmes patients. Tout en restant prudent sur les effets à long terme de ces stents actifs, les auteurs concluent qu'ils seraient donc plus efficaces chez les patients atteints de resténose athérosclérotique intracrânienne de haut grade, résultat donc très intéressant pour cette grave pathologie. La troisième info concerne la publication fin janvier de 4 référentiels portant sur la télésurveillance médicale, publication réalisée par la Haute Autorité de Santé. La télésurveillance est officiellement définie en France comme un acte de télémédecine qui permet à un professionnel de santé d'interpréter à distance les données pour le suivi médical d'un patient, voire pour adapter sa prise en charge. Cette télésurveillance implique bien souvent, pour ne pas dire systématiquement, d'avoir recours à des dispositifs médicaux, et des dispositifs médicaux numériques dits DMN. Oui, s'il y a des DM, je vous en parle. Ces 4 référentiels, donc publiés par la HAS, concernent 4 pathologies chroniques: l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale et le diabète. Pour mémoire, ces 4 pathologies ont fait l'objet d'une phase d'expérimentation, pour la télésurveillance bien sûr, depuis 2018 dans le cadre d'un programme nommé ETAP. On sait depuis le vote de la loi de financement de la sécurité sociale 2022 que la télésurveillance de ces pathologies va rentrer dans le droit commun l'été prochain. Comprendre, être prise en charge par l'assurance maladie. Pour préparer le terrain et permettre aux industriels de solutions de télésurveillance de déposer leurs dossiers, ces référentiels exposent l'ensemble des éléments nécessaires en matière d'exigences minimales applicables à l'opérateur de télésurveillance, notamment les exigences techniques pour le DMN, ainsi que pour les accessoires de collecte nécessaires. Chaque référentiel va préciser donc les conditions de prescription de la télésurveillance, les spécifications techniques minimales requises pour le DMN, les conditions de distribution, les conditions d'utilisation, les professionnels impliqués et leurs qualifications exigées, comment s'organise la télésurveillance médicale, enfin bref, c'est très complet. À noter qu'un 5e référentiel pour les patients implantés d'un défibrillateur ou d'un stimulateur cardiaque sera publié prochainement, aux alentours de début mars 2022, d'après le site de la HAS. En résumé, les premiers effets du nouveau règlement européen sur les DM se font sentir sur l'approvisionnement des DM dans les hôpitaux. Un stent actif semble plus efficace dans le traitement des sténoses athérosclérotiques intracrâniennes de haut grade. Enfin, la HAS a publié 4 référentiels sur la télésurveillance médicale dans l'optique de la généralisation prochaine de son remboursement. Si vous souhaitez creuser ces sujets, je vous invite à consulter les notes de cet épisode. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!